Bonsoir à tous, il est 18h32 et nous ouvrons donc la séance du conseil municipal qui ce soir est tournée autour d'un grand sujet, le PLU. On va commencer par vérifier le quorum. On sait qu'on a deux élus qui vont arriver en cours, là, qui ne vont pas tarder. On va déjà commencer à faire l'appel pour nous assurer du quorum. Justin Arnaud. Présent. Présent. Amandine Boutan. Présente. Romain Coquille. Présent. Abraham Chivalet. En cours, il arrive. Il arrive. En cours d'acheminement. C'est ça. Céline Chrétien-Mavilla. Présente. Elisabeth Darac. Présente. Manuel Davio, pareil. En cours d'acheminement. Stéphane Deneux. Présent. Noélie Dulaurier. A priori absente. Sophie Duperron. Présente. Sonia Guillory-Labuzan. Présente. Maxime Larondel. Présent. Catherine Dagre est absente et excusée. Elle donne le pouvoir à Madame Duperron. Oui, c'est ça. Vanessa Leroy, oui. Rose Pébré-Afonso, présente. Sonia Rabot est excusée, donne pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophia Ric absente, je n'ai pas reçu de pouvoir. Christophe Trottin, absent, excusé, il a donné son pouvoir à Madame Leroy. Et enfin, Samir Youssouf Ibrahim est absent, excusé, a donné le pouvoir à Madame Boutan. Oui. Nous sommes donc à, je ne vais pas compter, 13. Vous avez compté aussi le retard de la tête, c'est ça? 2 qui arrivent. Donc le quorum est atteint. On va procéder à la nomination du secrétaire de séance du mois. Bien, c'est bien. Bien sûr, elle est très loin des déclarations, c'est pas grave. Oui. On peut passer, on a le procès-verbal de la précédente séance. Bien, on va faire passer donc le procès-verbal pour la signature des élus qui étaient présents à la dernière séance. Faites votre silence. Bien, je profite souvent de ce moment pour faire un petit discours introductif. Oui, il va être très rapide. Donc aujourd'hui, on approuve le PLU. Comme vous le savez, il a été arrêté en mars dernier. En mars dernier, un petit peu comme les étudiants, les étudiants qui passent le baccalauréat, on a remis notre copie qui est passée après aux familles des personnes publiques associées, puis dans un second temps auprès d'enquêteurs publics qui a rencontré certains habitants de la commune. À partir des retours des personnes publiques associées prioritairement, puis de monsieur l'enquêteur public, nous avons pu procéder à des réajustements, ce qui était nécessaire et compatible avec ce projet d'intérêt général, et qui n'ont pas changé l'économie générale du projet. C'est important aussi pour sa validité. Donc en réalité, là, nous arrivons à la fin, on a corrigé notre copie. Et tous ensemble, nous allons pouvoir l'approuver après donc, ces retours des différentes personnes publiques associées. En particulier la DDPM, donc l'État, qui avait un regard très très acerbe sur des détails parfois, on peut se le dire, et des remarques très précises. C'est-à-dire que malgré un avis favorable, parce que ce que nous attendions de toutes nos personnes publiques associées, c'était leur avis, un avis défavorable, et ça peut mettre en difficulté un PLU, nous n'avons eu que des avis favorables. Mais pour la DTM, il y a eu quand même des remarques que nous avons bien volonté pris en compte. Pareil pour l'enquête publique, il y a eu des remarques qui, parce qu'elles étaient passées par l'enquête publique de la part de nos concitoyens et parce qu'effectivement c'était cohérent, ou en tout cas pas inadapté au PLU qui allait être mis en vigueur, nous avons procédé aux rectifications lorsqu'elles étaient possibles. Voilà. Bien, comme d'habitude, pour chaque conseil municipal, vous avez aussi le relevé des décisions prises par moi-même, par délégation du conseil municipal depuis le dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques sur ces décisions, particulièrement? Très bien, ce sont surtout des menus travaux, un petit peu partout.
Parfait. Eh bien, à ce moment-là, on va passer tout de suite au cœur du sujet. L'affaire numéro 1, qui est donc l'approbation définitive du plan local d'urbanisme de la commune de Cambre, qui est donc l'entrée dans la modernité pour notre territoire, puisque jusqu'à présent, on roulait avec une très vieille voiture des années 70 et qu'enfin, nous sommes avec un outil, un véhicule mis à jour et même mis à jour de toutes les dernières réglementations en vigueur, comme j'ai pu d'ailleurs l'expliquer sur... Tiens, ben voilà. Sur mon dernier édito, tiens, je trouve que là j'ai assez simplifié et je pense avoir été assez clair sur là où nous en sommes du PLU. Monsieur Dupuis, vous qui avez vu et revu et traité ces dernières remarques, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça? Alors depuis l'arrêt du projet de PLU par le conseil municipal, c'était le 19 mars 2025 exactement, le document a été envoyé à l'ensemble des personnes publiques associées, qui sont tous les services de l'État, les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, l'INAO, aussi ce qu'on appelle les commissions, comme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et il m'en manque une, de la mission régionale de l'autorité environnementale, la fameuse MRAE, qui ont émis des avis ou pas dans leur temps qui était imparti, qui est de 3 mois. À l'issue de ces 3 mois, nous avons fait, on va dire, une analyse de ces observations, comme vous l'avez dit, qui ont porté quand même sur un certain nombre de détails, mais les avis sont favorables. Les fameux détails consistaient en quoi? En premier lieu, au déclassement des espaces boisés classés sous la ligne à haute tension, parce que c'est le concessionnaire de cette servitude qui est RTE, énergie, voilà. Le T, je ne sais plus, qui montre, on le voit, le déclassement, c'est une différence de vert sur la partie nord-ouest, je dirais, du zonage. Là, vous y êtes, parfait. Et bien oui, sous la ligne à haute tension, qui change un petit peu la donne parce qu'on avait quand même une préservation obligatoire vis-à-vis de la traduction de trame verte et bleue, et on va dire aussi de la prise en compte du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, qui demandait aussi de préserver un certain nombre d'espaces, notamment sur les espaces qui sont boisés. Donc ça, c'est la première grosse, on va dire, modification entre l'arrêt et l'approbation. Autre prise en compte importante liée à une réponse des services de l'État, c'est la mise à jour des cartes des aléas de risque de mouvement de terrain. Ce sont tous les gros aplats mauves. Ils étaient présents au moment de l'arrêt, mais il y a eu des ajustements, je dirais, de ces cartes, service risque au niveau des services de l'État. Alors, ça ne change pas la philosophie générale, puisque on a plusieurs aléas qui se cumulent, qui se superposent. Eux, ils les ont pris les uns après les autres. Mais en cumulant, on a, on va dire, ces espaces de préservation, là encore, d'inconstructibilité, pour dire ce qu'il en est, en attendant l'approbation du plan de prévention du risque de mouvement de terrain, qui est une servitude d'utilité publique, et qui, lorsqu'elle sera approuvée, par simple, on va dire, mise à jour du document, ça sera un nouveau document à introduire, je dirais, dans les servitudes d'utilité publique du PLU. Voilà. Pour l'instant, ce document est encore à l'étude, il n'a pas eu d'enquête publique, il n'a pas été approuvé par le préfet, donc ce sont les cartes d'études que nous mettrons à jour. Vous mettez à jour. Pour vous, voilà. Que vous mettrez à jour. Arrêtez, vous me disiez, c'est oui, ça? par arrêté, tout à fait. Voilà. Ensuite, il y avait des ajustements techniques de tous les services en ont parlé, quel qu'il soit, d'explication, d'être un peu plus dans le détail du calcul, notamment de la fameuse consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui nous a même été, alors pas reproché, mais dans l'avis des services de l'État et même de la MRAE, en disant mais vous avez parlé de tout ce qui est consommé. Si vous regardez bien attentivement en termes de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, vous ne consommez que, je dirais,
7 mètres carrés, alors qu'on en avait, moi j'avais considéré qu'il y avait plus d'un hectare. Non, c'est la consommation globale, à la fois des espaces neufs et des espaces qui sont artificialisés. Donc, vous voyez qu'on est, je me mets avec vertueux dans le terme, pour l'accueil de nouveaux logements et de nouvelles populations, puisque ce qui a été décidé, il y avait été, on va dire, certaines modifications, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le besoin en population et logement pour stabiliser la population, puisque, vous l'avez dit vous-même, c'était un PLU de réparation, passage d'une carte communale à un document de rang supérieur tel que le plan local d'urbanisme. Donc vous voyez que là encore, on a été salué par les services de l'État et même tous les autres services pour montrer qu'on n'avait pas une consommation trop importante en termes de consommation d'espace. Et ensuite, de prise en compte aussi de la loi climat et résilience avec la division par 2 de l'objectif de consommation d'espace. Vous n'avez pas consommé beaucoup dans le diagnostic, c'était, on va dire, c'était dit. Donc ça veut dire travailler essentiellement sur les enveloppes, on va dire, qui vous étaient imparties. Imparties par qui? Par le SCOT, le schéma des cohérences territoriales, qui est aussi en cours de... Alors, je dis toujours révision, c'est pas une révision, c'est une modification au niveau de certains objectifs. L'enquête publique doit être en cours, si j'ai bien lu dans la presse ce qui se passait. Et donc, nous serons aussi compatibles avec le nouveau document, le nouveau SCOT. Ça veut dire respect des enveloppes urbaines, c'est ce que nous avons fait dans le cadre de ce document, parce que nous ne pouvons pas consommer au-delà de ces enveloppes urbaines qui, je le rappelle, au niveau de la carte communale, avaient déjà bien impacté l'intégralité des enveloppes imparties. Sachant qu'il y a quand même le CISDO, qui est, on va dire, l'EPCI qui est compétent pour la mise en place ou la modification du SCOT, a donné un avis aussi favorable, puisque tous les objectifs ont été, on va dire, pris en compte. Donc vous voyez que d'un point de vue des personnes publiques associées, nous avons aussi répondu à chacune des demandes, plutôt des observations en termes de compléments, sachant que il y en a une quand même qui a été à noter, c'est celle de la MRAE, qui a demandé, on a fait le complément dans l'évaluation environnementale et dans le rapport de présentation, qui n'a pas regardé la consommation en eau potable. Elle a regardé le traitement de la station d'épuration. Donc là, voilà. Mais le syndicat nous a donné des éléments, donc on a pu les intégrer et on a quand même largement, je dirais, la marge pour accueillir la population qui est inscrite dans le document d'urbanisme, et aussi, puisqu'il faut prendre en compte aussi, les communes qui sont raccordées, et on rentre parfaitement dans la marge de manœuvre. Juste pour la petite histoire, ça a été exactement la même chose sur Saint-Capré, où la MRAE a demandé ce complément. Pourquoi? Parce que les services de l'État et la MRAE ne fonctionnent plus en termes de communes, mais plutôt de territoire raccordé à un équipement où on va dire sur lequel on va dire le syndicat qui on va dire permet à alimenter en eau. Donc on a eu ces éléments, tout à fait. Donc on a répondu dans ce sens-là et on est parfaitement cohérent avec on va dire la marge de manœuvre en termes je dirais de traitement sur cet équipement. Voilà les plus gros, je dirais les plus grosses observations qui étaient on va dire portées par les services de l'État. Ensuite, il y a eu l'enquête publique qui a eu lieu du 27 juin au 6 août 2025 et pour lequel on a travaillé suite au procès verbal du commissaire enquêteur qui nous a posé un certain nombre de questions avec des demandes positionnées par rapport aux demandes et aux observations qui ont été faites. Et sur cette base-là, le commissaire enquêteur a fait un rapport qui est annexé au document d'urbanisme avec des conclusions et pour lequel nous avons fait un certain nombre de prise en compte, je dirais, au niveau du zonage.
Au niveau de ce zonage, les seuls, je dirais, éléments que nous avons pris en compte, c'est celles qui avaient une portée d'intérêt général. Les plus, enfin, je vais en parler d'une en particulier, c'est la question par rapport à un certain recul le long de l'avenue et de la rue, je ne vous le dirai pas, je l'ai complètement zappé. De l'Avorie. Merci. Où on avait mis un recul par rapport à la constructibilité qui était issue, je dirais, qu'on appelle ça, de la visite qu'on avait fait, je dirais, sur le plateau, sur le quartier. Sur la balade. Voilà, la balade avec la préservation de tous les arbres qui se trouvent en continuité de cette rue et aussi de dire qu'on n'est pas le trou de construction qui se rapproche, je dirais, de la voie. C'est vrai que lorsqu'on avait travaillé, moi je le prends en compte, j'avais été largement... J'avais donné un recul quand même généreux, on va dire, et qui, on va dire, interdisait un certain nombre, une certaine constructibilité. Donc l'intérêt, c'était de prendre en compte aussi ces points de vue pour dire, oui, vous avez raison, au niveau de l'observation, on va réduire ce recul pour permettre quand même de, je vais le dire, un petit peu de densifier, même si la densification a été quand même très limitée d'un point de vue de la capacité des réseaux et des choix que vous aviez portés dans le PADD. La philosophie, soyons clairs, c'est toujours la même depuis le début, c'est arrêter ces divisions parcellaires qui ont quand même... Enfin, il suffit de voir comme ça de haut ces divisions-là, où effectivement on a eu, on va le redire, un village, quasiment la moitié du village qui est sorti de terre en l'espace de 20 ans, avec par contre des services publics, notamment des voiries, qui elles n'ont pas bougé depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire des petits chemins de campagne qui sont maintenant empruntés par une densité de population qui est de l'ordre du périurbain. Donc un vrai problème avec en plus des divisions qui mènent à des deuxième, troisième, quatrième positions pour les maisons, et donc des accès difficiles pour les services de secours, ce qui nous a été dit et redit. Donc là on n'est pas, et effectivement, malheureusement, et comme je le répète toujours, on a ouvert à l'urbanisation sans se poser la question, et là quand je dis on, je dis les responsables politiques de l'époque, sans se dire mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre en face des moyens, est-ce qu'on n'a pas intérêt à prévoir empréempter, est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à prévoir aussi l'accueil de cette population par la mise à niveau des services publics. Ça n'a pas été le cas et donc malheureusement ce qu'on voit là c'est soit une course en avant vers toujours plus de divisions parcellaires, des chemins d'accès de plus en plus longs ou en tout cas mal fichus. Et c'est vrai que le sujet, ce n'est pas seulement les fonds de parcelles, c'est aussi les deux fonds de parcelles. Pour les fonds de parcelles, vous avez travaillé sur cet outil de bande A et bande B qui permet justement d'arrêter la division par l'arrière, mais on sait très bien qu'il y a aussi la division possible par l'avant, ce qui créerait de toute façon, de fait, des maisons qui pour l'instant sont sur l'accès direct à la voie, des maisons qui se retrouveraient à l'arrière par la division par l'avant. Donc on ne changerait pas le problème de cette division parcellaire et de ces maisons en deuxième, troisième position. C'était finalement l'outil que vous aviez trouvé, donc cette bande bleue. Ce qui est très intéressant aussi quand même, c'est que cette enquête publique, elle a permis de nous mettre sur ce sujet-là, parce qu'à vrai dire, on n'avait pas été jusqu'à ce point de détail-là, donc c'est intéressant. Les riverains, les habitants sont aussi là pour faire remarquer des choses de ce document-là. Et effectivement, à partir du moment où c'est cohérent, où ça fait aussi une ligne beaucoup plus harmonieuse, comme on a pu en débattre sur nos réunions de travail. Effectivement, c'est plus harmonieux, on comprend mieux parce que les découpages, cette ligne qui était un peu cassée par les alignements de construction, bon, c'est vrai que la lisibilité du document n'était pas idéale. Donc effectivement, ça a fait partie des demandes des habitants qui sont passés par l'avis du commissaire enquêteur. Et grâce à ce mécanisme-là, ça a pu être intégré au PLU. Je regrette parce que d'autres personnes sont venues me voir sur le sujet. Mais c'est trop tard, il fallait passer au PLU, parce que à l'enquête publique, parce que c'est par l'enquête publique qu'on peut effectivement rester dans cette continuité de protocoler finalement de comment on met en place un PLU, comment on rectifie grâce à des demandes qui passent devant un enquêteur public, etc. Je donne aussi un exemple, c'était assez amusant, intéressant, c'était une personne qui nous demandait quelque chose qui, pour le coup, n'était pas de son intérêt personnel, mais qui nous parlait d'une parcelle qui était constructible, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui nous a dit, pour une question de continuité écologique, logiquement, elle ne devrait pas être constructible. C'était une parcelle agricole sur le haut.
Et sur le coup, on s'est dit, bon, C'est possible. oui. Et notre réponse était de dire, oui, c'est intéressant, mais ceci dit, bon, voilà, ça émane du voisin qui, en réalité, veut juste que ce soit pas constructible à côté de chez lui. Il se trouve que, malgré tout, les services de la BUTM nous ont demandé la même chose. Vous vous souvenez, c'était pas scène. Et là, on s'est dit, effectivement, bah là, la personne qui a demandé ça, elle va sûrement être ravie de voir que ça a été fait. Mais en réalité, ça a été fait parce que la DDTM, elle, posait clairement le problème de la continuité écologique. Exactement. Donc voilà, c'était aussi pour dire que parfois les avis se sont croisés, enfin les remarques se sont croisées et qu'on a pu aussi y accéder. Est-ce que vous avez d'autres Non, moi j'ai fait en globalisant. Il y a eu, alors, je cite lui donner quand même, parce que ça sera dans le rapport du commissaire enquêteur qui est déjà en ligne, j'imagine, qui fait partie du document. Le commissaire enquêteur, il y a longuement travaillé sur 49 observations, puisqu'il y a eu quand même, au regard du nombre de personnes reçues en permanence, 57, du nombre d'entretiens en permanence, 37, du nombre d'observations portées sur le régime d'enquête, c'est-à-dire papier, merci. 22 observations orales, 31 et des observations numériques, il y en a eu 24. Il y a beaucoup qui se sont recoupés. Oui, pour arriver à travailler au final sur, on va dire, 49 observations qui figurent dans le tableau, qui est en synthèse, sur lequel nous avons répondu, puisque c'était sa demande au commissaire enquêteur, pour arriver à la finalisation du document d'urbanisme tel que il vous est présenté ce soir, que vous aurez en ligne sur le géoportail de l'urbanisme, puisque c'est ce qui donnera publication de ce document. Voilà. Parfait. On voit la cartographie. On passe aux questions, aux remarques. Des élus, des questions, des remarques? Non? Même pas de... On a déjà beaucoup travaillé sur Oui, le c'est sujet. sûr, mais donc tout le c'est monde vrai n'a que pas je pense travaillé. que- Donc, oui, c'est ça. Enfin, tout le monde n'a pas participé du coup. Oui. S'il y a des questions, des remarques. Continuer un peu de ça. Oui, parce que j'entendais ça. Alors, c'est plus, je pense que c'est plus l'heure de faire des remarques sur le Ça peut. document. Non, c'est trop tard. Donc, après, je devrais un vote. Merci en tout cas d'être venu pour ce grand moment, parce que ça reste un grand moment. D'ailleurs, et ça faisait partie de... J'ai voulu être succincte sur le discours parce que je pensais qu'on aurait de grands débats. Mais si je dois dire quelque chose, c'est que d'abord, le PLU, on l'a voulu depuis 2020. En 2020, nous étions tous des élus néophytes. On ne savait pas du tout dans quel bois on allait mettre... où on allait mettre... Voilà, c'est ça, dans quel engrenage on allait mettre le doigt. Enfin, exactement. Et ça a été aussi une école d'humilité parce que entre penser projeter tout, beaucoup de choses sur ce PLU et puis la réalité de toutes ces normes qui nous tombent dessus, de toutes les règles en fait, qui étaient finalement en vigueur mais qui n'étaient pas intégrées à ce règlement qui était, comme on le dit souvent, archaïque. Ça a été un vrai travail d'humilité, d'apprentissage. Donc je rends aussi hommage à l'ancienne équipe parce que c'était un souhait de l'ancienne équipe qui a été prolongé, qui a été travaillé, retravaillé jusqu'à arriver là. Le plus dur de tout ce travail réellement, c'est de le partager ensuite avec la population. C'est d'être en capacité de dire la vérité, c'est qu'on nous a finalement donné peu de liberté sur le territoire, parce que comme vous le voyez, toutes ces couleurs, c'est un peu la traduction de tout ce qu'on nous demande d'intégrer sur notre territoire. Ça tombe bien parce que finalement, ce qu'on souhaitait pour ce village, c'est-à-dire sa préservation, ralentir aussi cette course en avant de la construction, de l'imperméabilisation, etc., c'est aussi les règles nationales. Donc en réalité, on est cohérent avec la loi climat et résilience qu'on connaît bien maintenant, le fameux ZAN, zéro artificialisation nette, qui était quand même parti d'un constat qui est quand même un peu atterrant, qui est que par an, l'équivalent d'un département est bétonné en France. C'est une des raisons pour lesquelles ça a été traité lors de la Convention pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat. C'est retiré de ces 146 propositions. C'est important de le dire parce qu'on entend que ça n'a servi à rien. Ça a servi, mais ça a servi surtout à complexifier énormément les règlements de PLU. C'est pour ça qu'aussi tout autour de nous, tout est remis sur la table. Comme je le dis aussi,
Voilà, à côté, ils ont l'habitude de travailler avec un PLU, donc le réviser, même si c'est complexe, c'est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire de passer d'une carte communale à un PLU. Sachant qu'en réalité, entre la carte communale et le PLU, historiquement, il y a un POS. Le POS, normalement, est la suite logique de la carte communale. Il a existé, il a été enlevé, on ne sait pas comment c'est possible, et donc on a fait un grand écart entre une carte communale et un PLU. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, je vais vous lire les propositions faites au conseil municipal, qui sont donc au regard du respect depuis sa prescription le 2 juin 2021 de l'ensemble des étapes de la procédure d'élaboration d'un PLU, arrêter de manière définitive le projet de plan local d'urbanisme de la commune tel qu'annexé à la présente délibération et abroger la délibération du conseil municipal numéro 29-1111 du 18 novembre 2011 portant adoption de la carte communale. Conformément aux articles R 153-20 et suivants du Code de l'urbanisme, de prendre acte que la présente délibération et les documents s'y rapportant seront soumis aux étapes subséquentes suivantes: transmission au service du contrôle de la légalité des actes de la préfecture de Gironde, affichage pendant 1 mois en mairie, publication au recueil des actes administratifs de la commune, publication sur le site internet de la commune, publication en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et publication sur le géoportail de l'urbanisme. D'acter que le dossier de PLU tel qu'approuvé par le conseil municipal sera tenu à disposition du public et pourra être consulté en mairie au jour et heure habituelle d'ouverture, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes, sûrement juridiques. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc une voix contre. Et qui est pour? Merci, ce sera donc à la majorité. Ensuite, on va passer à toute la suite de tout ce qui se découle de ce PLU. Donc l'affaire numéro 2, qui est donc l'instauration du droit de préemption urbain. Alors, très bien. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je le dis. Ah, c'est quoi? C'est la carte du droit de préemption. Ah, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ce sera plus facile que pour moi. Oui. Sinon, je vais le dire. Le droit de préemption urbain, c'est un droit institué par le Code de l'urbanisme. Vous avez un vidéo sur Internet? Oui. Non, mais là, il faut l'adaptateur. Et je suis pas sûr de l'avoir. Il mettait la pression dernièrement. Il est dans les documents. Oui, il est dans les documents. Eh bien, tu peux rendre Ah, merci, Justin. Petit gadget qui donne un papier. Voilà, c'est celui que j'ai laissé au bureau. C'est super. C'est le même. Et le monsieur a la même tablette que moi. C'est ça. Enfin, c'est pas une tablette, c'est une surface. Alors. Si. Ouais, ça prend de temps. Non. Alors, ce droit de préemption urbain, qui est défini par je ne sais plus quel article du Code de l'urbanisme. 211-1. Merci. Voilà. Qui donne la possibilité aux collectivités qui ont un PLU, un plan local d'urbanisme approuvé, d'instituer ce droit sur tout ou partie des zones urbaines et à urbaniser, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une déclaration d'intention d'aliéner, c'est-à-dire la volonté de vente d'un terrain par un habitant, un résident de la commune, le conseil municipal peut se rendre acquéreur en priorité de la parcelle, bien sûr, pour un projet déterminé. Et ensuite, c'est un élément important, je dirais, de la vie du droit,
droit de l'urbanisme sur la commune, qui permet justement de faire, de réaliser des projets en priorité qui n'auraient pas été actés dans le cadre du plan local d'urbanisme. Donc c'est pour ça qu'une délibération est nécessaire pour instituer ce droit. Sachant qu'il y a déjà les emplacements réservés pour... Tout On à a fait. déjà identifié, c'est sur le même mécanisme en fait, Exactement. c'est ça. Hein. C'est important aussi de le dire parce que j'entends souvent des gens qui imaginent qu'on peut s'approprier une propriété privée, aller, et c'est pas si simple que ça respecte quand même toute une procédure tout simplement pour préserver le droit à la propriété qui est quand même le premier droit de chacun d'entre nous, donc ça se fait pas comme ça, et même préempter, il faut derrière présenter un projet structuré. C'est pas juste, tiens, je vais le préempter parce que ça pourrait être intéressant. Il faut être capable de justifier de passer devant d'autres acquéreurs privés. Très bien. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que de notre côté, très souvent on nous demande, on vient nous voir même parfois parce qu'on cherche un logement et qu'on imagine que Madame la maire ou les élus sont au courant des ventes et pas du tout. Donc peut-être, non pas qu'on devienne pas du tout agent immobilier, mais par contre ça va nous permettre, nous, de voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là sur notre commune, peut-être aussi d'anticiper des mutations de logement, en tout cas de changement de famille. Oui, et puis surtout les familles, parce qu'on sent bien d'ailleurs que pour le peu de ventes dont on est au courant, moi j'ai cru percevoir quand même des départs de familles pour des familles avec un autre pouvoir d'achat, et donc pas forcément de jeunes familles, pas forcément de primo-accédants. Ça peut, quand on a une connaissance un peu plus fine de tout ce qui se passe comme mouvement de population sur notre territoire, peut-être permettre d'anticiper certaines politiques autour de l'école, etc. Savoir vers quoi on tend sur ce sujet-là. Voilà. C'est des petits trucs en plus sur l'histoire du droit de préemption. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques? Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont d'instaurer le droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines et sur la totalité des zones d'urbanisation future délimitées par le PLU, ainsi que dans les périmètres de protection rapprochés de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines définies en application de l'article L 1321.2 du Code de la santé publique, et ceci sur toutes les zones concernées de la commune, conformément au PLU approuvé par délibération ce même jour, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Bien, merci à tous, ce sera donc à l'unanimité. L'affaire numéro 3, l'instauration d'une autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un bien immobilier existant, dite permis de diviser sur l'ensemble du territoire de la commune de Corne. Sur ce point-là, je pense que peut-être que c'est moi toute seule. Oui, c'est ça. oui. Eh oui, il n'y a pas de cas. Bien. Le droit de diviser, c'est un sujet qu'on traite même, pour tout vous dire, même en communauté de communes. Sur la communauté de communes, on est en train de travailler sur un PLH, donc plan local de l'habitat. Pourquoi? Parce que le permis de diviser, c'est surtout, et c'est très difficile à contrôler, c'est s'assurer que dans les divisions d'habitation, on n'arrive pas à des divisions de division et qu'on n'arrive pas tout simplement à l'habitat insalubre. C'est un des outils pour essayer de surveiller, contrôler, accompagner la division du bâti. En soi, la division du bâti, on le sent surtout dans le bourg où la densité est naturelle. On va dire un bourg est fait pour avoir une certaine densité, avec bien sûr des services, des équipements et des commerces, mais la densité ne pose pas problème. Et on sait que sur notre bourg, avec ce bâti ancien qui est quand même fait de grands volumes, on imagine bien qu'il va y avoir des divisions, des productions de petits habitats, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on sait qu'il y a une vraie difficulté sur le petit habitat, sur les familles monoparentales qui ne trouvent pas, enfin, c'est un problème surtout entre deux mères. Donc il va falloir surtout accompagner ça, parce qu'il n'est pas non plus rare, et j'ai un exemple très récent, que des locataires signalent de l'insalubrité, du mal logement, de l'habitat insalubre, etc. Et que de la visite, on se rend compte que c'est juste, évidemment, très mal, pas isolé, mal
mal rénové ou pas du tout rénové, mais en plus petit, tout à fait pour accueillir parfois des familles bien trop importantes par rapport à la superficie. Donc le permis de diviser permettra, on l'espère, d'accompagner ces divisions et de s'assurer qu'il n'y ait pas du mal logement sur notre territoire, ce qui malheureusement est déjà le cas, pas tant à Caen que sur les communes du sud de notre communauté de communes, mais on ne sait jamais trop ce qui se passe jusqu'à ce que ce soit très grave et qu'on vienne vers nous. Quand je dis on, souvent c'est les services sociaux du département. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le permis de diviser? Non. Les propositions soumises au conseil municipal sont d'instaurer à ce jour le permis de diviser préalable à toute création de logements au sein d'habitations individuelles et au sein d'immeubles collectifs sur l'ensemble du territoire de la commune de Caen. Valider de confier cette mission d'instruction d'urbanisme au service du pôle territorial du Cœur entre deux maires et d'autoriser la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Oui, c'est important de vous dire que, évidemment, quand on crée de nouvelles règles, il faut aussi être en capacité de les gérer, de les traiter et puis d'aller vérifier derrière. Donc on est en train de travailler aussi avec le pôle territorial qui instruit déjà nos permis, d'avoir ce service supplémentaire de récollement. Ils le font déjà, hein, surtout sur des très gros projets, mais on sent qu'effectivement, quand on se mise en réglementation, il faut être en capacité aussi après de suivre ce qu'on instaure, sinon on n'est plus très crédible. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous, ce sera donc à la majorité. L'affaire numéro 4, l'instauration du permis de démolir. Alors, même sujet, et là, il s'agit plutôt de le permis de démolir. Alors, je crois que même certains disaient, bon, mais ça n'existe pas déjà. Non, ça n'existe pas déjà. Peut-être aussi parce qu'en critère communal, je ne suis même pas sûre qu'on pouvait l'instaurer. Si, peut-être qu'il a été instauré par délibération du conseil municipal sur la base de la carte communale, mais on va dire que le fait de réviser, d'élaborer un PLU et d'abroger la carte communale ne reconduit pas cette délibération. Donc il vaut mieux que vous la repreniez. Bon, très bien. Il s'agit surtout de... Dans notre cas, on est en zone notamment ABF, donc sur du bâti historique. C'est surtout sur ces bâtis-là où il est nécessaire qu'on nous demande autorisation pour détruire. Alors on a du bâti historique aussi sur les hauteurs d'ailleurs. Donc c'est plutôt... je pense que ça s'adresse à tout le monde, si je ne dis pas de bêtises, mais en particulier, je pense que ce que les élus voulaient traiter en priorité, c'est le bâti historique et puis son avenir, quoi. Et aussi, n'oubliez pas, tous les éléments du patrimoine que vous avez identifiés dans le cadre de la carte de votre la carte du zonage. Comme les murs dans les murs, exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc, les propositions soumises au conseil municipal sont d'instaurer le dépôt d'un permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située sur le territoire communal, à l'exception des démolitions définies par l'article 421-29 du Code de l'urbanisme. Alors j'imagine que vous avez écrit c'est une assurance qui est déjà ruine, j'imagine, menace ruine, probablement. De valider de confier cette mission d'instruction d'urbanisme au service du pôle territorial du Cœur entre deux maires, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? Merci, ce sera donc à la majorité. Alors, l'affaire numéro 5, c'est l'instauration d'un régime de déclaration préalable à l'édification d'une clôture. Là aussi, c'est en lien avec ce paragraphe sur les clôtures, donc sur notre PLU. Travail qui a été fait conjointement donc, avec notre communauté de communes, avec toutes les communes, et avec le CAUE, donc le Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement de la Gironde. Il y en a dans tous les départements. Quel a été le sujet? Le sujet, ça a été de se dire sur l'impact de nos PLU sur nos communes. On sait très bien, et on raconte tout particulièrement, tout a déjà été construit, donc sur
comment essayer d'améliorer ou travailler le cadre de vie, l'esthétique, la cohérence paysagère sur nos quartiers. C'est de se poser la question de la transition entre l'espace privé chez les gens et puis l'espace public, donc la voirie et puis ses abords. Il y a un impact certain, et j'invite tout le monde lors des balades, on l'avait bien vu, et c'est d'ailleurs intéressant de voir les réticences au tout début de la balade de certaines personnes qui disent enfin les clôtures quand même, c'est un peu à nous de décider, etc. Et qui eux-mêmes se sont rendus compte, parce que alors, la personne en l'occurrence avait une très jolie clôture, une très jolie mise en valeur de son bien, et qui s'est rendu compte au fur et à mesure des balades que l'incohérence de la clôture crée aussi finalement une esthétique sur un quartier flou, pas très clair, et donc ça atténue, voire ça annule toute qualité paysagère sur un quartier. Nous proposons de faire une déclaration préalable à l'édification d'une clôture, sachant que là aussi, les clôtures sont quand même toutes à peu près construites, certainement, peut-être, ce sera plutôt Déjà avec le la cas, il me semblait aussi qu'on devait donner une Et ben non, j'ai fait bien de le faire, mais en réalité, c'est toute la difficulté sur le cadre communal. Mais c'est le droit de l'urbanisme qui s'applique, qui a été revu en... C'était 2017, où on va dire les clôtures sont maintenues dans le système déclaratif si et seulement si le conseil municipal délibère dans le sens de maintenir, plutôt d'imposer une déclaration pour les clôtures. Voilà. Donc, comme vous avez souhaité réglementer les clôtures, il est logique d'avoir une délibération dans ce sens. Ce que je trouvais pertinent, c'est pour ça que c'était intéressant de travailler avec le plan paysage de la CDC et avec le CAUE, c'est qu'ils nous ont fourni, je pense qu'il doit être annexé, tout ce livrable, toute l'incitation, les conseils sur la manière de végétaliser, la manière de... Oui, c'est ça. Vous avez page 120 du règlement, le guide des clôtures qui a été fait, on va dire, par l'intercommunalité et le CAU. Avec de jolis croquis, enfin, je trouve que ça parle, que c'est plus incitatif, et vraiment c'est même incitatif, bien plus que coercitif en réalité, et que c'est toujours pareil. Alors le PLU, bien sûr qu'à un moment, ce sont des grandes règles qu'on a du mal à intégrer, surtout à titre personnel, alors que je trouve que ce type de réflexion partagée autour des clôtures, ça parle à tout le monde en fait, et surtout quand il y a des dessins et des exemples, et puis des contre-exemples. Je suis sûre qu'en lisant ce type de documents, parce qu'en plus ce sont aussi des documents conseils sur le fait que parfois, en faisant certaines clôtures, on se coince, on piège l'eau à l'intérieur de sa parcelle, par exemple, tout simplement. Je trouve ça très intéressant et c'est pas du tout difficile à lire ni à s'approprier. Voilà pourquoi, donc en lien avec ce dernier paragraphe, donc à partir de la page 120, on va donc instaurer ce régime de déclaration préalable. Il y a même un sujet très intéressant, je crois qu'ils l'ont mis aussi sur le bruit. Alors, par exemple, on a traité le bruit, c'est-à-dire les clôtures le long des routes, comme celle de la D10, qui crée évidemment du bruit. Alors, les gens essayent de s'en protéger, mais en réalité, parfois, il y a certaines solutions qu'on voit un peu partout. Voilà, c'est ça. Et qui sont en réalité contre-productives pour soi, mais surtout pour le voisin d'en face. Quand vous faites un mur, le bruit rebondit en face. Donc, c'est un travail aussi, finalement, de solidarité entre voisins qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur les clôtures? Moi, après, je pense qu'il ne faut pas être quand même trop restrictif sur ce sujet-là, parce qu'après, c'est quand même un sujet qui est quand même financier. Il faut aussi regarder l'environnement de la rue et voir si c'est cohérent avec ce qu'il y a autour. Il ne faut pas que ça soit restrictif à des matériaux écologiques, ok, mais il faut rester sur des choses. C'est pour ça que c'est une demande. Voilà, c'est juste une demande. C'est la lutte qu'on ne soit pas trop restrictif au niveau de ça, parce que ça peut vite coûter cher une clôture en fait. Et c'est en ça que c'est intéressant ce que tu as dit, c'est qu'il faut que ce soit en cohérence avec le reste de l'art. Exactement. C'est exactement ce qui est, et c'est pour ça que ça reste à l'appréciation évidemment aussi au moment du dépôt de la DP. Et je crois même qu'on le met vraiment, hein, c'est le fait de bien regarder comment ça se passe dans la aussi, rue. Intéressant. Après, est-ce que du coup c'est quand même permis, il y a une mise sur la DP, est-ce qu'il y a quand même une mise en situation de paysagère ou ce genre de trucs? Justement, je viens de
mal ou bien commencer une DP. Oui, j'imagine qu'il y a forcément Oui, une c'est ça. une intégration. C'est pas le moyen quantifiant, au sens où Non, mais c'est au moins c'est pas d'intégration, sur, voir ce que ça donne. voilà. Voilà, une photo, je sais pas comment ça peut être fait, mais C'est je pense que pour ça peut être. être informé, pour qu'il y ait de la connaissance aussi par rapport au travail qui a été fait avec le plan paysage, mais plus là-dessus, c'est pas. Oui, oui, voilà, il ne faut pas que ce soit restrictif en fait. En tout cas, d'être dans l'obligation de choses trop coûteuses aussi, quoi. Non, mais le CAE en plus a des outils vraiment très spécifiques pour accompagner chacun sur des variétés d'espèces, de matériaux. Enfin, il y a une gamme et pour ça ils ont vraiment ils ont tout. Et c'est des petits fascicules qui sont illustrés, qui sont hyper clairs et qui permettent de s'adapter à tous les budgets. Donc, Et là, quand on regarde, c'est plus à la rigueur dire juste les 2-3 choses qui sont vraiment pas conseillées. Et ensuite, il y a une liberté à pardonner de Mais de voilà, c'est hauteur, l'idée, mais après, c'est l'idée, il faut quand même. Le 4 mètres de haut. Voilà, Voilà, c'est c'est ça, ça. bien sûr. ouais, c'est c'est juste dans ça. une cohérence esthétique. et- Oui, bien sûr. non, mais surtout sur ces sujets-là, je pense qu'on a tout à gagner, au contraire, à accompagner Oui, et c'est pour ça. à écouter les porteurs de projets. Parce que, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques sur les DP, déclarations préalables à l'édification d'une clôture? Oui. Juste par rapport aux clôtures, Dernière moi affaire. je suis un petit peu sceptique parce que je me demande, vu l'hétérogénéité actuelle des clôtures, je ne vois pas comment on peut avoir une cohérence qui arrive, sachant que de toute façon, une cohérence pourrait venir avec le PMU. Aujourd'hui, le PMU empêche de construire, à peu près, je suis un bon résumé. Il empêche de construire, donc finalement, il n'y aura pas de nouvelle clôture. Donc finalement, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Ce qu'on voit beaucoup, c'est plutôt là en ce moment, on voit plutôt des changements de clôture. On en voit. Et d'ailleurs, je confirme que les gens viennent en mairie demander si effectivement il faut déposer un permis pour l'édification de la clôture. Là, en ce moment, surtout sur les hauteurs, vous voyez, il y a des grilles qui sont les grillages à moutons, là, avec des haies à l'arrière. Et petit à petit, les nouveaux arrivants, très souvent, c'est plutôt, je vais tout arracher, c'est plus simple, je vais mettre un mur, et le plus occultant possible, et ceci, cela. Donc ça, c'est plus sur le... Voilà. C'est plus sur l'accompagnement de cette nouvelle façon de voir la clôture que, non, effectivement, il n'y aura pas tant que ça de nouvelles constructions. Il y en a encore parce qu'il y a quelques dangereuses. Mais on le sait, c'est un accompagnement. À beaucoup d'endroits, le mal est déjà fait, effectivement, et je crois que ça a été indiqué comme ça. C'est plutôt, s'il y a renouvellement, on accompagne ce renouvellement. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. La déclaration préalable, c'est pas une déclaration, c'est une demande d'autorisation. C'est comme un permis de construire, donc il ne faut pas croire que c'est juste informatif pour la mairie, etc. La mairie, ensuite, elle doit dire oui ou non. C'est ça. Et vu aujourd'hui le contexte, j'ai peur que ce soit assez arbitraire sur la réponse qui serait donnée. Je pense pas. Ça peut permettre d'éviter des situations comme on voit sur les hauts de Cambre, quand on arrive sur Cambre. Alors la montée, c'est la montée À Camblane. Non, Coudreau, c'est ça. Camblane. Oui. Oui, en arrivant de Camblane, en arrivant sur Cambre, où cette propriété, donc qui est sur Camblane, hein, donc là pour le coup on n'avait strictement rien à dire, a construit une clôture occultante qui empêche de voir la route qui arrive derrière. C'est une priorité à droite. Enfin, là, à chaque fois ça devient un enfer. Quand les voitures se croisent à cet endroit-là, ça peut éviter ce genre de situation, bien que ça a pu être fait en tout bien tout honneur et sans volonté. Pourtant, elle n'est pas très haute. Et qui pourtant n'est pas très haute, mais c'est tellement occultant, c'est tellement, ça évite une visibilité qui est accidentogène hein, sur ce. Mais après, il ne faut pas être trop, il faut se faire non plus sur le. Voilà, c'est ça. Non, mais Non, après, c'est pas le but, en ce sera dans les mains des municipalités qui seront au pouvoir de décider. Pour cette ignorance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est tellement flou, c'est tellement bizarre. Je ne vois pas comment on peut réussir à... Mais après, le cadrage excessivement poussé de ce genre de Il ne faut pratique pas. risque justement ce genre de dérive. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on peut se permettre des souplesses qu'on pourrait plus se permettre si le PLU était, enfin, si, pas le PLU, pardon, mais la décision était complètement figée. Donc, à voir au cas par cas, je suis entièrement d'accord avec toi, Justin, pour le coup. Mais est-ce que ce n'est pas la meilleure des solutions en temps actuel?
On n'est pas dans un village qui nécessite de cadrer au millimètre près ce genre de pratique. Ce qui compliquerait et encerclerait les habitants dans 1,20 m maximum, en briques, toiture en ardoise, comme on peut le voir dans certains villages de France. D'autant que sur certains quartiers, le Doubs, par exemple, avec la DF, Voilà, on est déjà sur ce... Voilà, exactement. Là, Est-ce que cette souplesse qui est permise aujourd'hui par cette étude au cas par cas n'est pas la meilleure des c'est solutions souvent l'itinéraire. à voir et entre les mains des futures municipalités aussi. Hein. D'autres remarques, questions? Non? Donc, sur tout ça, c'est les clôtures des arbres. Oui, c'est comme ça. C'est ce que lui t'entends de dire. Bien. Non, mais c'est intéressant aussi Mais oui, comme, mais c'est comme bien. principe, parce que c'est quand tu vois sur les Hauts-de-Camp, alors je ne sais pas s'il y a quelques habitants ici des Hauts-de-Camp, mais tu vois des clôtures qui sont à 1,50 m, d'autres c'est du bois, d'autres c'est... Mais on n'est pas dans un village qui nécessite une uniformité absolue, parce qu'on n'est pas un village qui a habité un grand peintre ou autre. Là, vous avez des villages hyper protégés, donc voilà. Mais une uniformité esthétique serait pas... Et tu relèves un vrai sujet, c'est le sujet de la sécurité. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai d'autres exemples à Caen d'un monsieur qui, lui, m'avait posé la question, Minet, qui, lui, a enlevé des lattes parce qu'effectivement, il savait qu'en sortant de sa rue, les gens ne voyaient pas. Donc ça se travaille aussi, et puis il n'y a pas de je parle. Donc ça peut aussi se travailler, et puis le sujet de sécurité, je pense que ça, là, ça parle à tout le monde. Bien. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont d'instaurer l'obligation de déposer une déclaration préalable de travaux en cas d'édification de clôture sur le territoire communal, de valider, de confier cette mission d'instruction urbanistique au service du pôle territorial du périmètre de Mers et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Très bien, merci. Ce sera donc à la majorité. Bien. Eh bien, nous allons clore ce conseil municipal. Il est 19h24 pour la séance. Et comme d'habitude, à chaque fin de conseil municipal, je vous propose une bonne demi-heure d'échange avec le public, si ça vous convient.